Pourquoi est-ce qu'il n'existe pas de Bitcoin 2.0? Le minage, est-ce que ça rapporte vraiment? Combien de bitcoins ont déjà été perdus pour toujours? Et comment savoir comment vendre son bitcoin sans se planter? Tous les mois, sur la chaîne Bitstack, on prend les questions que vous nous posez souvent et on y répond. 4 questions, 15 minutes, c'est parti. Première question, pourquoi est-ce que personne n'invente un bitcoin 2.0? Un bitcoin amélioré, plus rapide, plus moderne, avec moins de défauts. Alors, en réalité, tout le monde l'a déjà fait. Le code est open source, donc vous pouvez le télécharger ce soir et le lancer demain matin avec votre propre version si ça vous chante. Des milliers de gens l'ont fait, et pourtant, aucune de ces versions n'a remplacé Bitcoin. La vraie question, c'est donc pas est-ce que c'est possible, mais pourquoi ils n'ont pas réussi? La réponse, elle tient en une phrase: copier le code, ça ne copie pas Bitcoin. Bitcoin, ce n'est pas qu'un logiciel, c'est aussi un réseau de dizaines de milliers d'ordinateurs répartis dans le monde, 17 ans d'historique sans interruption, une politique monétaire fiable, l'absence d'un fondateur identifiable, des centaines de millions d'utilisateurs, des États qui en détiennent dans les réserves stratégiques, etc., etc. Au cœur de tout ça, il y a ce qu'on appelle l'effet de réseau. Plus le réseau est sécurisé, plus les gens ont confiance, plus les gens ont confiance, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a d'utilisateurs, plus le prix monte, plus le prix monte, plus il y a de mineurs qui sécurisent le réseau, et la boucle s'auto-alimente depuis 17 ans. Maintenant, mettez-vous à la place de quelqu'un qui veut lancer un Bitcoin 2.0. Qu'est-ce qu'il propose? Un protocole moins sécurisé, sans historique, sans communauté, en concurrence frontale avec un réseau qui a 17 ans d'avance. Alors pourquoi quelqu'un préférerait ça? Bitcoin Cash a tenté en 2017 de se positionner comme le vrai Bitcoin, avec des blocs plus gros. Ça n'a jamais vraiment décollé. Litecoin est techniquement plus rapide, plus de 13 ans d'existence, mais il n'a jamais détrôné Bitcoin. Tous les autres concurrents directs sont en règle générale assez anecdotiques. Et là, attention parce que ça m'amène à un point assez important. Le concept du Bitcoin 2.0, c'est aussi et surtout devenu l'un des arguments préférés des escrocs. C'est un schéma très classique, quelqu'un vous présente un nouveau projet en vous disant « Bitcoin c'était bien, mais bon, c'est de l'ancienne génération. Nous, on a fait mieux, plus rapide, plus écologique, plus ce que vous voulez, avec plus de fonctionnalités. C'est le Bitcoin en mieux, le Bitcoin 2.0, et vous pouvez encore acheter avant que le prix décolle. » En général, c'est suivi d'une promesse de gain complètement irrationnelle, d'un site web qui inspire confiance et de témoignages bidons et qui s'appuie sur le succès de Bitcoin pour vous attirer. Si vous voyez un projet vendu comme un Bitcoin 2.0, un Bitcoin amélioré, le nouveau Bitcoin, ce que vous voulez, retenez une chose, ce n'est pas un argument technique, c'est un argument marketing. Et dans 99% des cas, c'est une arnaque ou un projet voué à disparaître. Bitcoin n'a pas de successeur et vous ne ratez pas un train en l'ignorant. Bitcoin, c'est une expérience non reproductible. Une fois qu'on a inventé Internet, on ne l'invente pas une deuxième fois. Personne ne vend le deuxième Internet ou le troisième Internet. Et c'est exactement pareil pour Bitcoin. Deuxième question, est-ce que le minage de Bitcoin, c'est rentable? Question piège parce qu'il faut commencer par préciser rentable pour qui? À l'échelle d'un particulier, en France, aujourd'hui, c'est non. Plus depuis une bonne dizaine d'années. 3 raisons: le matériel spécialisé, ce qu'on appelle les ASIC, qui coûtent plusieurs milliers d'euros, l'électricité française, qui est beaucoup trop chère pour cet usage, et puis la concurrence industrielle qui est devenue trop forte. À l'échelle industrielle, en revanche, oui, ça peut. C'est une industrie qui pèse des dizaines de milliards de dollars dans le monde. La rentabilité du minage dépend de 4 variables: le prix du Bitcoin, le coût de l'électricité, la difficulté du réseau, qui augmente avec le nombre de mineurs, et la puissance de la machine que vous utilisez. Il n'y a donc pas de réponse unique à la question de savoir si le minage est rentable. Il peut être à la fois rentable pour certains et pas rentable pour d'autres, comme n'importe quelle activité économique. Si vous avez une électricité pas chère, des bonnes machines à un bon prix du Bitcoin et des incitations fiscales, oui, vous pouvez être rentable. Sinon, ça peut être beaucoup plus difficile. Concrètement, le minage rentable se concentre aujourd'hui dans quelques régions du monde. Le Texas est devenu le hub mondial. Des fermes à très grande échelle qui exploitent une électricité plutôt bon marché et sont rémunérées par le gestionnaire de réseau électrique pour les services de flexibilité et de stabilité qu'ils apportent au réseau en modulant leur consommation en fonction de la demande. On a abordé ce sujet d'ailleurs dans une précédente vidéo que je vous mets juste ici. Mais il y a d'autres pays aussi, le Paraguay, l'Éthiopie, le Canada, etc. Le point commun entre ces zones en général, c'est une électricité abondante, bon marché, souvent en surplus, parfois sous-valorisée, le gaz torché par exemple qu'on brûle dans les puits de pétrole, l'hydroélectricité dans des zones isolées sans réseau de distribution, les surplus de l'éolien ou du photovoltaïque, tout ce qui ne peut pas être transporté facilement. En France, le potentiel théorique existe et en particulier sur les extracapacités de notre production nucléaire. Mais la fiscalité et la réglementation actuelle n'y incite pas. C'est un sujet qu'on a creusé en détail dans une vidéo avec François de Rugy, ancien ministre de la Transition écologique, et je vous mets la vidéo juste ici. Et puis il y a un point intéressant sur l'évolution récente du métier de mineur. Pendant longtemps, les mineurs vivaient à 100% de la récompense en Bitcoin.
Donc quand le prix du Bitcoin baissait, eh bien beaucoup d'entre eux n'étaient plus rentables et mouraient. C'était une activité fragile, mono-revenu, dépendante d'un seul facteur. Alors pour se protéger, depuis quelques années, les mineurs les plus avancés se sont transformés. Ils ne sont plus juste des mineurs, ils sont devenus des entreprises d'énergie qui diversifient leurs revenus. Comment ? Plusieurs leviers. Ils se font parfois payer pour stabiliser le réseau électrique parce qu'une ferme de minage peut moduler sa consommation à la seconde près et ils sont donc très utiles pour les gestionnaires de réseau électrique. Ils se font payer pour se débrancher pendant les pics de demande, ce qui aide aussi les opérateurs réseau à éviter les surcharges. Ils peuvent aussi récupérer et revendre la chaleur que produisent leurs machines pour chauffer des serres, des piscines, des bâtiments, faire tourner des séchoirs industriels ou même des fruits, des produits agricoles. On a abordé ce point avec Thomas Charbonnel qui est mineur de Bitcoin au Congo et qui a réussi à décupler la production de cacao local grâce au minage de Bitcoin. Je vous mets l'interview juste ici. Résultat, la part du revenu qui vient des bitcoins minés baisse et la part qui vient des services énergétiques monte. C'est une mutation profonde de l'industrie du minage qui rend cette industrie plus résiliente face à la volatilité du bitcoin et qui en fait un acteur de plus en plus intégré au réseau électrique traditionnel. Maintenant, si votre objectif c'est de vous exposer à la croissance du prix du bitcoin, miner vous-même à la maison, c'est probablement pas la meilleure façon de le faire. Acheter directement sur une plateforme régulée vous donnera la même exposition sans matériel, sans gestion, sans bruit, sans chaleur, sans facture EDF qui explose, etc. D'ailleurs, pour vous qui suivez notre chaîne, chez Bitstack, on a une offre spéciale, 10 € offert. Plus d'informations dans le lien en description. Le minage à l'échelle individuelle, en tout cas en France, relève très souvent d'une forme de romantisme cypherpunk, beaucoup plus que du calcul économique. Parfois, ça peut être aussi simplement un moyen de se chauffer et de remplacer son radiateur. C'est par exemple mon cas chez moi, à domicile. Le minage industriel, lui, c'est une vraie industrie qui mérite d'être comprise pour ce qu'elle est. Un consommateur d'électricité unique au monde, capable de transformer de l'électricité perdue en sécurité pour les réseaux électriques. Troisième question, combien y a-t-il de Bitcoin déjà perdus? Alors ça, personne ne le sait précisément, mais les estimations convergent. Selon Chainalysis, qui est l'une des principales entreprises d'analyse blockchain au monde, on est entre 2 et 4 millions de Bitcoin probablement perdus à jamais. Ça représente quand même entre 10 et 20% de l'offre totale. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas exactement? Parce qu'un Bitcoin perdu n'est pas marqué comme tel sur la blockchain. Il est juste sur une adresse qui ne bouge plus depuis très longtemps. Et on ne sait jamais vraiment si le détenteur va revenir un jour ou s'il a perdu la clé ou s'il est décédé. Trois grandes catégories de Bitcoin qu'on considère comme probablement perdus. D'abord, les pionniers. 2009, 2010, 2011, qui parfois minaient sur leur ordinateur personnel quand un Bitcoin valait quelques centimes ou quelques euros. Pour beaucoup, c'était juste un amusement, et ils ont jeté leur disque dur sans savoir ce qu'il y avait dessus. Le cas le plus connu, c'est James Howells à Newport, au Pays de Galles. Il a jeté un disque dur contenant 8000 bitcoins en 2013, et il se bat depuis 10 ans avec sa mairie pour avoir le droit de fouiller la décharge. Au cours actuel, ça représente quand même des centaines de millions d'euros qui sont enfouis sous des tonnes d'ordures. Ensuite, les utilisateurs qui ont perdu leur clé, tout simplement, ils ont perdu leur mot de passe. Ou alors qui sont morts sans transmettre l'accès à leurs proches. Il y a par exemple l'histoire de Stéphane Thomas, un programmeur qui a 7000 bitcoins sur un disque dur appelé IronKey et qui se verrouille définitivement après 10 tentatives de mot de passe ratés. Et il en a déjà fait 8. Enfin, et c'est la plus grosse catégorie, les bitcoins de Satoshi Nakamoto lui-même, environ 1,1 million de bitcoins qui n'ont jamais bougé depuis 2010. D'ailleurs, sur Satoshi, qui sait pourquoi il a disparu, ce que valent ces bitcoins aujourd'hui, on a fait une enquête entière, je vous mets la vidéo juste ici. Conséquence directe de tout ça, il n'y aura jamais en fait 21 millions de bitcoins en circulation réelle, probablement plutôt 17, 18 millions, une fois qu'on aura retiré les bitcoins perdus. Bitcoin est en réalité encore plus rare que ce qu'on dit. Et puis un détail intéressant, selon les données de Glassnode, plus de 566 bitcoins par jour basculent dans la catégorie ancien ou dormant, c'est-à-dire les bitcoins qui n'ont pas bougé depuis plus de 10 ans. Pendant ce temps, les mineurs, au rythme actuel, n'en produisent plus que 450 par jour des bitcoins depuis le halving de 2024. Donc en réalité, chaque jour, il y a plus de bitcoins qui partent en hibernation que de bitcoins nouvellement créés. Tous ne sont pas perdus, évidemment, certains sont juste détenus depuis très longtemps, mais une partie probablement ne reviendra jamais dans la circulation. Et c'est là que la conclusion devient un peu contre-intuitive. Les bitcoins perdus ne sont pas vraiment un défaut du système. Mécaniquement, c'est même plutôt une fonctionnalité. Chaque bitcoin perdu rend tous les autres mécaniquement plus rares. C'est l'inverse exact de ce qui se passe avec les monnaies traditionnelles où chaque billet supplémentaire imprimé dilue tous les autres et crée de l'inflation. Avec Bitcoin, chaque erreur, chaque oubli, chaque transmission ratée fait en réalité monter la valeur de ce que les autres détiennent. C'est ce qu'avait écrit Satoshi Nakamoto lui-même en 2010 sur le forum Bitcoin Talk. Je cite, « Les bitcoins perdus ne font qu'augmenter légèrement la valeur des bitcoins de tous les autres, considérez-les comme un don à tout le monde ».
Maintenant, évidemment, on ne va pas se réjouir des pertes des autres. Derrière chaque chiffre que je vous donne, il y a souvent une histoire concrète, quelqu'un qui a jeté un disque dur, quelqu'un qui a oublié son mot de passe, quelqu'un qui est décédé sans transmettre à sa famille. Pour ces gens-là et pour leur famille, eh bien, c'est une perte sèche. Et c'est précisément pour ça que la sécurisation et la transmission de vos bitcoins, c'est un sujet extrêmement sérieux. Si vous détenez du bitcoin, vous avez deux responsabilités. Protéger vos accès de votre vivant, mais aussi organiser leur transmission au cas où il vous arrive quelque chose. Plateforme régulée pour la simplicité comme Bitstack ou hardware wallet bien sauvegardé pour l'autonomie. Dans les deux cas, des instructions claires pour vos proches. La seule façon de récupérer les bitcoins perdus, ce serait de faire une attaque quantique qui est, à l'heure actuelle en tout cas, irréalisable pour un futur proche. Alors dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je traite ce sujet dans une prochaine vidéo. Dernière question, et c'est probablement celle que vous me posez le plus souvent. Quand est-ce qu'il faut vendre son bitcoin? Alors évidemment, je vais vous dire pourquoi je ne vais pas y répondre, en tout cas pas directement. Personne ne peut vous dire quand vendre votre bitcoin. Pas moi, pas un youtubeur, pas un trader sur un plateau télé. Et d'ailleurs, si quelqu'un vous promet de vous dire quand vendre, méfiez-vous. C'est soit un vendeur d'illusions, soit quelqu'un qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Mais en réalité, la question telle qu'elle est posée passe à côté de l'essentiel. Quand vous détenez un actif volatile et que vous avez une conviction d'appréciation sur le long terme, la bonne question, c'est pas quand je vends. La bonne question, c'est comment je m'organise pour ne jamais me retrouver dans une situation où je dois vendre. La nuance, elle est cruciale, alors je vais prendre le temps de l'expliquer. Vendre parce que vous choisissez, parce que vous financez un projet de vie, parce que vous rééquilibrez votre patrimoine après plusieurs années de hausse, c'est une chose. Mais vendre parce que vous n'avez pas le choix, parce que votre voiture est tombée en panne, parce que vous avez perdu votre emploi, parce qu'une dépense imprévue tombe au mauvais moment, parce que vous tombez malade, eh bien c'est complètement différent. Parce que le moment où vous êtes contraint de vendre, c'est rarement le bon moment de marcher. Pire que ça, les chocs personnels coïncident très souvent avec des chocs collectifs. Vous perdez votre emploi quand l'économie ralentit quand les marchés baissent, alors peut-être vous vous retrouvez à vendre sous contrainte dans le pire moment possible. La vraie discipline de l'épargnant en Bitcoin sur le long terme, c'est pas de timer le marché, c'est d'organiser sa vie financière pour que son Bitcoin reste de l'épargne à long terme. Concrètement, ça veut dire trois choses simples. 1. Ne pas mettre dans Bitcoin l'argent dont vous aurez besoin demain. Pas de loyer, pas d'urgence, pas tout ce qui permet de tenir en cas de coup dur. 2. Ça peut être une bonne idée de garder à côté des ressources accessibles pour absorber les imprévus de la vie. Une épargne de précaution sur un compte classique ou des livrets réglementés par exemple. 3. Ne pas mettre des sommes qui vous empêchent de dormir si Bitcoin baisse de 50 ou 70%. Parce que les baisses comme ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire de Bitcoin et peut-être que ça arrivera encore. C'est ce qui sépare ceux qui vendent au pire moment de ceux qui traversent des cycles. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas non plus une question de chance d'ailleurs, c'est plutôt une question d'organisation. Pour ceux qui décident par choix de vendre une partie de leur Bitcoin pour financer un projet de vie, certains pratiquent ce qu'on appelle le DCA out, c'est-à-dire vendre progressivement sur plusieurs semaines ou sur plusieurs mois plutôt qu'en une seule fois. Même logique qu'à l'achat, on lisse le risque de mauvais timing. Et pensez à la fiscalité avant de vendre, pas après. Une cession, c'est un événement fiscal en France. Si la fiscalité est d'ailleurs un sujet qui vous intéresse, notamment en cette période fiscale, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais y dédier une vidéo si ça vous intéresse. Alors pour résumer, la vraie compétence avec Bitcoin sur 10 ou 15 ans, ce n'est pas du tout de savoir quand vendre, c'est d'organiser sa vie pour ne jamais avoir à vendre par contrainte. C'est beaucoup moins glamour qu'une analyse technique, ça ne fait pas de tweet viral peut-être, mais c'est probablement la principale différence entre ceux qui sont contents de leur épargne Bitcoin sur le long terme et ceux qui finissent frustrés car ils sont sortis au mauvais moment. Voilà pour ce troisième épisode de la série, 4 questions, 4 angles différents, mais une logique commune, la patience, la discipline financière et la bonne hygiène financière. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire, je les lis tous et c'est comme ça qu'on construit les prochains épisodes. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez la liker et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Alexandre pour la chaîne Bitstack, je vous dis à la semaine prochaine.